Nous sommes plus d'un an avant le début de notre aventure, dans le souvenir brûlant de Noltar. Autour de nous, le feu, les braises, les cris et l'horreur résonnent et hurlent. Notre regard est figé sur les yeux de Noltar. Ces derniers sont gorgés de larmes et de remords. Il assiste à l'horreur la plus infâme qu'il soit. Mais nous ne voyons pas la scène. Seules les braises et les flammes reflètent dans son iris. Mais nous pouvons la deviner. Nous entendons des milliers d'hommes qui agonisent, brûlent, se font massacrer. Nous entendons les cris d'une bête suppliant que son agonie prenne fin. Nous entendons des comètes ardentes s'écraser, pulvériser les chairs. Nous entendons les râles et les claquements de mâchoires des démons, arrachant les chairs et les os. Et nous entendons aussi les cris de victoire tout près de notre héros, de centaines de Caïnites. Puis le feu nous ravale, et nous nous retrouvons quelques jours plus tard, dans l'intimité du château de Alpstein. Noltar est prostré sur un fauteuil en velours noir, devant sa grande cheminée. Il tient sa tête entre ses mains et porte une longue robe de nuit pourpre. Eva est à ses côtés, bien sûr, caresse le dos maigre de son mari, tout en chantonnant la ballade des deux amants. Dehors, l'orage déchire les cieux et martèle la nuit comme un forgeron fou sur son enclume. Les esprits de la demeure sont restés muets. Ils savent que le prince Noltar a le cœur plein d'épines. Nul ne contrarie les chagrins du cœur ici, pas même les morts ou ceux de l'oubli. Bonjour à toutes et à tous, merci infiniment d'être aussi nombreux à nous suivre. J'avais oublié de laisser un petit message pour tous les gens qui nous ont rejoints sur le podcast. Je disais aux garçons tout à l'heure, la dernière fois j'ai découvert que vous étiez bien nombreux à nous avoir rejoints, donc merci. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Là où va l'Indien, saison 2. Nous sommes dans les souvenirs de Noltar, il y a plus d'un an, dans son château, fraîchement acquis. Noltar, tu es prostré devant ta cheminée, rongé par les remords. La nature de ces remords, nous allons les garder encore un peu pour nous. À côté de toi, il y a Eva, ta femme adorée, celle pour qui tu as tant fait, celle pour qui tu as tant donné, tant sacrifié, et elle aussi. Elle est allée jusqu'à l'enfer, jusqu'en les bouches de l'enfer, pour te récupérer. Elle est en face de toi et avant que il ne se passe quoi que ce soit, alors qu'elle te chante la ballade des deux amants, tu as l'impression, c'est fugace, quelques secondes, dans la douceur de sa voix, dans la douceur du moment, de retrouver la Eva d'il y a tant de décennies, quand vous étiez si jeune. Noltar et sa femme se sont rencontrés, ils n'étaient que des enfants. Lorsque vous êtes mariés, tu as l'impression de retrouver cette peau si douce, ces yeux innocents, les tiens, les siens. Mais très vite, l'orage dehors qui gronde et qui zèbre le ciel ravale ce souvenir. Eva porte la couronne des ombres. Ses yeux sont devenus pourpres, comme les tiens. Sa chair blanche est ravagée. On y aperçoit des veines noires et des cloques à cause du froid et d'une maladie. Non, n'allons pas trop vite. En tout cas, Eva, tout en frottant ton dos, te dit « Tu n'avais pas le choix, Noltar. Tu as fait ça pour nous. Tu le sais que tu as fait ça pour nous. Que fais-tu, pour être plus honnête, qu'as-tu fait dans ce souvenir il y a plus d'un an ? » Je suis resté silencieux pendant quelques secondes. Ouais. Puis je me suis exprimé. Je le sais bien, mais ça diminue pas la douleur. La douleur du geste. Je la regarde dans les yeux. À ton avis, combien d'autres choses est-ce qu'on va devoir faire avant que tout ça se termine ? Merci. Dont on devra vivre pour le reste de nos jours. Pour les gens qui nous regardent, je dis merci à mon joueur Adrien, parce que je les malmène, mes joueurs. Ils ne sont au courant de rien. Ce que l'on vit en ce moment, c'est une petite parenthèse. Ah, je n'ai pas prévenu Adrien. Il doit se démêler avec tout ça. C'est exactement vers là que je voulais qu'on aille. Jusqu'où vous allez devoir aller pour mettre fin à cette malédiction. Pour que deux amants sur R2, seulement deux, puissent s'aimer.
Elle verse une larme. Une de plus, mais celle-ci est éternelle. Parce que comme toutes les larmes de sel, elle rejoint le grand océan. Je ne sais pas. Je sais plus. J'ai l'impression que tout ça nous a tellement changé que je ne sais plus si on arrivera un jour à redevenir comme avant ou à devenir ce que l'on voulait. Tu te rappelles? De soleil pour ce monde. J'essaie de sourire un peu. Ouais, je me rappelle. Et tu as raison, je ne sais pas si ça arrivera. Ça arrivera un jour, du moins tel qu'on l'imaginerait. Mais faut qu'on continue. Même si c'est pas la vision qu'on avait qui se réalisera, on arrivera à faire quelque chose. Il faut qu'on y croie. Elle sourit, empoigne ta tête avec ses mains et ses doigts tout fins, embrasse ton front comme elle en a l'habitude. On remarque d'ailleurs que tous les meubles du salon où tu te trouves, de la pièce où tu te trouves, sont encore couverts par des draps blancs. Ça fait vraiment pas longtemps, dans ce souvenir, que tu as récupéré ce château. Et comme un fantôme, elle s'en va, croise une silhouette que nous avons déjà rencontrée, celle de Tsolga, l'intendant du château. Ses yeux luisent dans la nuit et sa peau, rappelez-vous, est totalement flétrie. Au passage, il lui offre une rose et il lui dit « J'ai enlevé les épines. Vous en avez bien assez comme cela. » Il pénètre tout doucement, délicatement dans la pièce, s'aidant d'une canne qui frappe contre le parquet. À la manière de l'entrée du grand spectacle, à la manière d'un début de pièce de théâtre. Il passe sa main délicatement dans le dos de Noltar et s'assoit sur un fauteuil à tes côtés, en regardant la cheminée qui crépite. « Je vous ai connu tout petit enfant, Noltar. Je connais tout de vous, jusqu'à la mesure de l'esprit où l'on connaît quelqu'un réellement. Votre père aurait fait la même chose. » Tu le vois qui se lève et qu'avec sa canne, il frappe le bois de la cheminée, ce qui attise les braises et, avec le vent qui s'engouffre dans la hotte, fait jaillir des lassos de feu. C'est sa propre chair qu'il a sacrifiée pour sa famille. Le temps fera son travail comme il le fait toujours. Le pardon est comme les roses de votre jardin. Avant d'être fleur qui se fait belle au soleil, il faut d'abord qu'elle ne soit qu'un bourgeon, une graine. C'est le temps qui sèmera les fleurs dans votre jardin. Et puis il se rassoit dans son fauteuil. Il ne te regarde pas, il regarde le feu. Qu'as-tu dit pour conclure ce souvenir ? J'ai rien dit. Je me suis contenté de sourire pendant quelques secondes. Puis je me suis levé et je suis allé du côté de la fenêtre. Et je me suis laissé couler quelques larmes, là où il ne pouvait pas me voir. Quand nous observons la silhouette de Noltar s'évanouir dans l'orage, au dehors, nous avons l'impression, pendant quelques secondes, d'apercevoir ce qui le hante. Tandis que les éclairs ravagent le ciel, le zèbre le cicatrisent, on a l'impression de voir dans ses souvenirs un charnier gigantesque. Des milliers d'hommes, brûlés vifs, déchiquetés. La silhouette d'une créature gigantesque et légendaire, ravagée dans les flammes. Et la larme qui coule sur la joue de Noltar nous ravale et nous ramène à notre présent. Nous sommes sur les bords d'un lac quelque part en Transylvanie. Noltar et Anna dorment. Et j'insiste, Noltar a dormi cette nuit. D'ailleurs, il a rêvé de ce souvenir, très exactement. Anna, tu seras la première des deux à être réveillée. Tu es réveillée par quelque chose qui va te faire sursauter. Une peur. Vous êtes tout le temps sur le qui-vive, tout le temps en angoisse, tout le temps prêt à bondir. Tu entends Mag qui grogne. Et ce qui semble être
Ah, t'es trop fatigué, mais peut-être des loups. Non, c'est des chiens. Des chiens qui aboient juste à côté de toi, qu'est-ce que tu fais? Hop, je me réveille en sursaut et puis par réflexe, je sors immédiatement mon flingue T'as sorti ton... et je scrute autour quoi. T'as sorti ton flingue et dès que tu l'as sorti, t'as encore les yeux, tu sais, dans le sommeil. Tu as vu qu'une lumière rouge avait lui sur ton pistolet. Car pendant cette nuit, il s'est passé quelque chose. Nous y reviendrons, vous inquiétez pas. Le ciel a totalement changé. Il est devenu totalement rouge. Comme si le ciel entier était en feu. Il y a des braises qui tombent des cieux et qui viennent mourir sur la glace. Vous apercevez au loin des comètes de feu tomber et s'écraser sur les montagnes. Il semblerait que le rêve que tu as fait récemment de Kupala ait été vrai. Mais tu reviens vite à toi, pas le temps pour la rêverie ni pour la poésie. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois Mag qui est en train de jouer avec 5-6 chiens blancs, assez gros. Ouais, à peu près 30 kilos. Ils sont en train de jouer... ils sont en train de jouer avec Tiberias et un homme très corpulent. Tiberias jette un bâton et... alors, avant que Mag aille chercher un bâton, il faut se lever tôt, mais par contre les autres chiens, les chiens blancs, ils y vont, ils accourent. Mais Mag est très heureux de voir ces espèces de grosses bêtes. À côté de Tiberias, qui tient Canasson par les rênes, il y a un homme d'une petite taille mais d'une corpulence gigantesque. Il fait 1m20 à peu près, mais pour facile 200 kilos. Une longue barbe blanche qui lui descend jusqu'aux genoux. Des cheveux soyeux blancs aussi. Un nez tout rouge. Une peau tirée, ridée par les vents glaciales. Il porte d'immenses fourrures d'ours sur lui et beaucoup de dorures. Et derrière Tiberias et cet homme, il y a un immense traîneau avec beaucoup d'équipements dessus. Et l'homme s'exclame quand il te voit avec ton pistolet. « N'ayez crainte, jeune dame. Je suis avec votre ami. Tout va bien, ce sont mes chiens. » Noltar, c'est ce qui va finir par te réveiller. Plus doucement, t'aperçois la scène également. Que faites-vous les garçons? J'imagine que vu la taille, on a affaire à un daman. C'est une très bonne déduction. Eh ben, Kevin, désolé, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent ce qu'est un daman, en quelques mots? En gros, les daman, c'est grossièrement la race naine de Prequel. Mais faut pas faire l'erreur de les traiter comme ça, surtout. C'est interdit ça. Merci, Kevin, merci. C'est vrai. Jamais dire à un daman que c'est un nain. Jamais, 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 jamais. Je pense qu'on va pas trouver une meilleure explication, c'est totalement ça, c'est l'espèce naine de Prequel. Et celui-ci, parce que tu connais quand même l'histoire, je rappelle, Anna est très cultivée, hein, elle a étudié l'histoire, etc. Tu connais un peu l'histoire des daman, et celui-ci a l'air particulièrement... on connaît les histoires qui racontent que la plupart des daman sont très xénophobes, etc. Et celui-ci a l'air d'être assez sympathique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est avec sympathie qu'il était en train de parler avec Tiberias. On découvrira dans quelques instants de quelle nature leur discussion était, mais en attendant, Anna... Noltar, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je vais me souvenir vaguement, moi, de quelques phrases qu'a pu prononcer Goresk dans la saison précédente. Ouais. Essayer de le saluer dans sa langue. Carrément. Ça va être approximatif, j'ai pas trop le temps de me pencher sur le sujet. Carrément. Et il est hyper surpris, hyper content aussi. Et il te répond aussi dans sa langue. Bonjour, mademoiselle. Enchanté de faire votre connaissance. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose? Bah, je vais sortir de la tente. Ouais. Et à tout hasard, Ouais. parce que je suis encore un peu sur le qui-vive, je vais utiliser Aurora pour voir Carrément. si tout va bien. Enfin, Aura, qui est un sort très particulier dans Prequel, qui est un sort à la fois psychologique mais aussi de la magie noire. Et le niveau 1 que Noltar va utiliser permet de sonder les âmes, savoir un peu au-delà des apparences. Et les daman qui ne possèdent pas de magie en proprement parler ne peuvent pas savoir que Noltar l'utilise. C'est un homme que tu peux le sentir dur, c'est vrai, très vieux, au moins une centaine d'années, qui
un attachement, tu peux le sentir, un amour pour ces chiens, mais d'une pureté exceptionnelle. Mais surtout, tu le vois, de très bonnes intentions. Mais tu sens une inquiétude énorme, et cette inquiétude se matérialise par une couleur verte très, très foncée qui est au niveau de son estomac. Il te salue, cependant, Noltar. Tiberias, juste avant que les garçons se réveillent, vous étiez en train de parler avec cet homme qui s'appelle Hachi. Évidemment. D'un problème qui se passe au sud. On découvrira très bientôt votre rencontre avec cet homme, mais qui s'est fait cette nuit. Mais là, à l'instant T, il te mettait en garde, car plus vous descendez en Transylvanie, plus vous descendez vers le sud, plus vous vous exposez aux démons, c'est vrai, mais aussi aux contes caïnites et aux autres damans. Et il t'aura dit une phrase assez énigmatique, et au moment où les garçons se sont réveillés, il t'aura dit « Le roc à la couronne d'or, dans les montagnes d'Argol, est enveloppé par la nuit éternelle. Et tous mes frères et sœurs en sont ravagés. Les damans sont sur le qui-vive. Vous devriez vous en méfier tout autant que les démons. » Est-ce que tu auras eu envie de répondre quoi que ce soit au moment où les garçons se sont réveillés, justement? Pas grand chose de spécial, simplement confirmer ce qu'il disait, que de toute façon nous cherchions à voyager le plus discrètement possible, nous ne comptions pas nous arrêter dans quelconque destination superflue. Et si nous pouvons éviter les damans, ce serait pour le mieux. Je comprends. Quand vous vous êtes rejoints, vous voyez que le feu a été maintenu par Tiberias cette nuit. Vous êtes étonnés, Anna et Noltar, par la qualité de votre sommeil de cette nuit. S'ils étaient là, tous les deux, à parler, si Tiberias a eu le temps de préparer Canasson et les autres chevaux, c'est qu'il y a eu du bruit tout de même. Puis ces braises qui tombent du ciel. Très étonnant. En tout cas, Anna, ça va te titiller cette histoire. De ce sommeil qui était si profond. Revenons à nos histoires. Le daman Hachi sort d'une immense besace en cuir de délicieux morceaux de bœuf séché. Vous devez avoir faim. Votre voyage risque d'être encore très long. Je vais pas vous mentir. Je l'ai déjà dit à votre ami Tiberias. Je sais qui vous êtes. N'ayez crainte. Je ne suis pas de ceux qui sont envoyés ni par l'Empire ni par d'autres pour vous assassiner. Et il vous tend à tous les trois un immense morceau de bœuf séché, puis il s'en prend un aussi. Alors, vous descendez vers le sud. Je dois me rendre dans les montagnes. Si vous le souhaitez, je connais le chemin par cœur. Je peux vous guider. Au moins sur une bonne partie du chemin. Ce ne serait pas de refus, surtout si vous pouviez nous aider à éviter les nids de démons, les endroits où ils pullulent le plus. Il gratte sa barre comme ça. Il regarde le ciel. Toutes ces braises qui tombent, ces comètes qu'on aperçoit frapper les pics des montagnes. J'ai l'impression que cette nuit, quelque chose de nouveau s'est réveillé. Mais ces foutus démons ne sont pas aussi rapides que mes toutous. Puis il caresse un de ses plus gros chiens, qui a une tête énorme. Alors pour ceux qui nous regardent, ce sont des gros chiens blancs à poils longs, qui se rapprocheraient dans notre monde du samoyède, mais un chouille plus grand, et qui sont extrêmement bavards, qui aboient énormément. Et depuis tout à l'heure, d'ailleurs, Mag a arrêté de jouer avec eux parce que, je rappelle, Mag est quand même assez sauvage, si ce n'est sauvage tout court. S'il était bien content de trouver des chiens, les samoyèdes dans notre monde le sont beaucoup moins, mais pour les damans, ces chiens-là sont très proches du loup, justement. Là, il commence à en avoir marre, Mag, des aboiements et des jaquements des chiens. En tout cas, il te dit, il vous dit, les chiens sont les plus rapides des montagnes du Nord. Je n'ai jamais eu de problème à les semer. Je suis un peu plus inquiet
pour tous ces feux que l'on aperçoit au loin, dans la montagne. J'espère que... Enfin... Ouais, Anna, dis-moi. Quand il dit ça, moi je fais une grimace. Ouais. Et un peu entre mes dents, je fais. J'y suis peut-être un peu pour quelque chose. Vous avez allumé des feux dans la montagne? Non, j'ai énervé quelqu'un. Quelqu'un d'assez énervé, on va dire. Quand tu dis ça, il regarde en direction de l'est, où se trouve le volcan de Volinia. D'ici, on aperçoit juste une colonne de fumée, on est quand même à plusieurs centaines de kilomètres. Et puis, il marque un silence, et ses chiens aussi. Vous l'entendez? D'ici, on entend le volcan. Et donc, du coup, son regard devient de plus en plus froid et sévère. C'est ce qu'il m'avait dit. Le haut roi du Nord. Je vais vous aider dans votre quête. Je vais vous aider. Et il se met à parler dans sa langue d'Aman. Hectorka, Nolte, Necha. Et tu vois tous les chiens qui commencent à courir vers lui. Il leur donne à chacun un bout de bœuf séché. Préparons-nous. Attends-nous. Je vous mène jusqu'au sud. Noltar, avant que tu me dises si tu veux faire quelque chose, il s'est passé quelque chose. Pendant une seconde d'inattention, on a aperçu une petite tête reptilienne, à la peau violette et complètement déchiquetée, sortir une truffe depuis ton veston et commencer à grignoter le bœuf séché que tu avais dans la main. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je t'ai pas entendu, Noltar. Non, je suis juste... le fait qu'avec Aurora, c'est montré qu'il avait rien de méchant, ça m'a plutôt rassuré. Donc j'étais plutôt assis dans mon coin, juste à sourire. Et quand Muller a commencé à grignoter les bouts de machin, je lui ai arraché un petit morceau pour lui donner à lui, qui grignote pas sur le même truc que moi. Oui, quand même, tu l'aimes bien, mais faut pas déconner. Pousser, quoi. Ouais, faut pas pousser. Oui, c'est un coup à attraper une maladie, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est noté. Vous voyez que, en quelques secondes, Hachi, le daman, a harnaché ses chiens, préparé le traîneau, qui est assez gros, il y a beaucoup d'équipements, il semble y avoir des armes et beaucoup de parchemins. Et il commence à se mettre sur l'immense siège en bois qui grince de son traîneau. Et il regarde vers le ciel, on voit les flocons qui tournoient avec le vent et qui se mélangent avec les braises. C'est vraiment très étonnant. Et qui viennent tous les deux mourir sur la glace qui commence à craqueler. Un air chaud aussi parvient de l'est. Il se mélange, c'est très étonnant. Toutes les secondes ça change. Vous mangez des rafales de vent glacial qui lacèrent la peau. Et juste après, ce sont des vents très chauds, très doux. Mais qui n'annoncent que des mauvais augures. Je suis prêt. Je pars quand vous partez. C'est le destin du monde qui m'a placé ici. Que faites-vous? Je le tue. Bah voilà, le destin du monde. Regarde ça. Tu ne connais pas, mon ami. Il vaut de l'XP, lui, il a le jeu ici. J'avais commencé déjà à préparer un peu harnacher et canasson. Du coup, je finis de rempacter ce qu'on a à rempacter, éteindre le feu, essayer de masquer un peu les traces. De façon un peu paranoïaque. Même. Carrément. Très bien, très bonne idée. Je note ça. Je déplace les pierres, tu vois, je leur Ok. Bah franchement, je veux bien... d'avoir le mois de... Je veux bien un jet de survie, franchement. Ouais, carrément, ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. C'est noté. En effet, hein, Tiberias a eu le temps, mais c'est pour ça que je disais vraiment, c'était un sommeil très profond parce que... C'est de la merde. Ah mince. Alors que la dernière partie, tu nous avais fait un succès, ok. Oui, Tiberias a eu le temps d'arnacher tous les chevaux, de tout préparer les affaires. C'est vraiment étonnant, hein, vraiment, cette histoire de comment c'est possible, alors que même dans le château de Noltar, vous dormez pas aussi bien. En tout cas, tout est prêt. Tiberias, tu vas faire de ton mieux. C'est noté, en tout cas. Il reste... Essayer de pas perdre trop de temps, on va dire. Ouais, c'est ça, ok, carrément. Très bonne interprétation de ce jet. Les garçons, ce que vous voulez faire, Adrien et Kevin, vous voulez faire une dernière chose avant de partir, j'imagine, en tout cas, si vous partez.
Non, moi juste aider à rempacter ce qui restait à rempacter Ouais. pour Tiberias. Puis Ouais. je garde un œil sur lui pendant qu'il est en train de faire son petit brouillage de piste. Hein. Carrément, ça marche. Ouais, Qui est pas du tout crédible d'ailleurs. ouais, mais Non mais on voit là Tiberias, arrête, regarde. on voit. en fait, en voulant enlever les traces, il met des énormes traces de pompe partout, tu sais. Non, mais par contre, Noltar, c'est noté et je le prends en compte parce que toi, peut-être que tu me diras, hein, mais tu l'interprètes peut-être par justement cette histoire bizarre avec Tiberias depuis quelques semaines. Là. Il est pas. Si les gens qui nous regardent ont vécu la saison 2, vous vous rappelez, avec Caleb, c'était sa spécialité. En 10 minutes, il te faisait un camp, en 5 minutes, il remblayait tout, il n'y avait plus une trace. Est-ce que c'est parce qu'il ne dort plus? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas dans ses... Il y a quelques... Tu vas sans doute interpréter comme ça. Anna, est-ce que tu veux faire quelque chose avant de partir? Bon bah moi j'aurais ramassé mes affaires de mon côté aussi. Ouais. Ouais. Mais moi je suis un peu perturbé entre cette histoire de sommeil là. Ouais. Surtout après la petite rencontre nocturne que j'ai faite. Avec un dieu du mal. Oh, Anna, t'es sensible, je trouve. Franchement, t'es sensible. En fait, ça m'interroge là. En fait, tout ici me perturbe, donc... Ouais. Mais bon, pour l'instant, je vais rester dans mes réflexions, préparer Ouais. les affaires, et puis faire confiance à votre ami Daman Carrément. pour nous guider. Carrément. Les affaires sont prêtes. Je rappelle, vous avez chacun un cheval, mais Tiberias a Canasson. Et Canasson, ce n'est pas n'importe Pas un cheval. qui n'est pas Bien un cheval, plus qu'un qui est bien plus qu'un cheval. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose là. Tu as Aurora d'activer Noltar. Il y a vraiment quelque chose que tu peux pas expliquer, qui est différent avec ce cheval. Il y a un lien que tu peux même voir, qui est bleu, qui part du cœur de Canasson et qui part directement dans celui de Tiberias. Les inquiétudes que Tiberias ressent, Canasson les ressent. Alors bien sûr, tous les chevaux sont hyper empathiques, mais celui-ci, ouais, il y a quelque chose de très intriguant. Tout le monde est prêt. Les chiens commencent à aboyer d'impatience. Hachi se lève, vous regarde. Alors partons, si la destinée du monde et de tous les Daman est de disparaître dans le feu des montagnes. Que ceux qui ont été élus par les dieux qui se font la guerre aillent vers le sud et referment la porte qui mène vers la bouche des enfers. Ya! Et il frappe sur son bois avec sa main. Pouf! Les chiens se mettent à courir à toute beurzingue, j'insiste. Le traîneau part à une vitesse phénoménale. Et les chevaux, vos chevaux, le suivent. Je veux bien, s'il vous plaît, que l'un de vous trois me jette un dé de sang, s'il vous plaît. Le fameux dé de sang. Vas-y, Kevin. Moi, je suis pas chaud. Tu vas laisser des traces partout. Alors, on a fait 81. Le voyage va durer toute la journée. Est-ce que c'est pour pas blesser Hachi, qui mène ses chiens avec une dextérité extraordinaire? Est-ce que c'est pour que vous aussi, vous ayez un peu de temps à la réflexion? Au sommet de votre destrier, vous partez. Et pendant toute une journée de voyage, vous galopez. À travers les forêts, les prairies enneigées, les lacs, tous ces paysages merveilleux de Transylvanie qui petit à petit se transforment. Au loin, on aperçoit les comètes des cieux descendre et s'écraser sur les pics rocheux, dessiner des tsunamis de feu qui ravalent la montagne. Le ciel ne devient plus rouge, il devient ocre et violet. Petit à petit, ça sent d'abord le bois fumant. Cela vous rappelle votre enfance, la cheminée. C'est plein de nostalgie, mais très vite, l'odeur devient âcre, terrible pour les poumons. Cette odeur fait tousser, elle fait craindre aussi le pire. Très vite, les forêts que vous croisez sont en feu, en flammes.
C'est un enfer qui s'abat sur la Transylvanie. Et ces flammes ravagent le bois, la roche, les villages. Ça va prendre Noltar à la poitrine tous ces villages de son enfance qui sont en flammes, qui disparaissent dans le brasier. Dans le brasier qui est vomi par les cieux. Et plus vous descendez dans votre voyage, et plus vous voyez ces comètes s'écraser au loin. Et vous les entendez. Et vous voyez de plus en plus ce volcan se dessiner. Vomir son crachat de feu. Vous n'êtes plus qu'à une petite demi-heure de votre destination. Le traîneau d'Hachi vient d'éviter un arbre en flammes qui vient de tomber. Vos chevaux sautent par-dessus en hennissant. Les braises virevoltent de partout et le traîneau s'arrête enfin. Hachi se retourne. Il est couvert de sueur à cause des fumées. Vous aussi. Voilà. C'est ici que nos chemins s'arrêtent, que se séparent. Voilà que je repars vers la montagne. Évitez-la au possible. Évitez ceux qui boivent le sang. Évitez les démons, bien sûr. Et évitez ceux de mon espèce. Vous êtes là pour les hommes. Pour sauver l'humanité. Que mon Dieu de la forge soit avec vous. Et que vos dieux, qu'ils soient de feu ou d'amour, vous protègent. Continuez à marcher. Vers le sud. Pendant une demi-heure. Et vous arriverez au village. Il vous salue. Que faites-vous? Merci, Hachi. Ce fut un Merci, plaisir de Ned. voyager avec vous. Bon courage de votre côté. Merci. J'espère que la prochaine fois que nous nous reverrons, l'apocalypse aura eu lieu. Et alors, nous danserons ensemble. Et nous mangerons. Car nous aurons Que survécu. les dieux nous viennent en aide. Si les dieux nous viennent en aide. Ya! Il refrappe sur son bois et les chiens s'en vont. Son traîneau se secoue dans tous les sens. Parce que la neige commence à fondre à cause des feux. La glace a s'écoulé. Et l'eau qui s'écoule est bouillante. Vous êtes à l'orée d'une forêt embrasée. Il y a une odeur persistante. Noltar est un enfant de Kain, il l'a senti. Il l'a senti depuis un moment d'ailleurs. Il y a des charniers ici. Depuis tout à l'heure, vous passez à côté. Avec la vue qui est si particulière des enfants de Kain, tu les as même aperçus. Des charniers gigantesques qui ont été faits pour mettre tous les cadavres des villageois des environs qui souffrent des maladies noires qui se sont répandues à cause de l'émergence du mal. Des centaines de femmes, enfants, d'hommes qui sont mis dans ce brasier. Mais il y a un chemin un peu plus au sud qui mène vers le village où les feux ne sont pas encore arrivés et où la forêt est encore, pour l'instant, épargnée. Que faites-vous? Moi, je montre le village qui est épargné. Ouais. Je vais bien accrocher par là, rapidement. Je pense que la suite du chemin nous portera par là. Vu tout ce qu'on a croisé, je veux vérifier, voir s'il y a encore des âmes, des gens qui vivent. Tu ne trouves pas ça étrange que un village ait été épargné? Si, justement. Ça éveille un peu mes soupçons. Ok, Qu'est-ce que tu en Allons-y penses, Anna? discrètement, alors. soyons sur nos gardes. Vous avancez en direction de ce village. C'est un village qui est entouré d'une forêt. Ça fait un détour de 5 minutes. Anna est assez perspicace pour le savoir.
Noltar veut vous épargner quelque chose. La vue des charniers. Le village a quelques maisons en feu. Il y a des traces de sang sur la neige. Des traces de bagarre, de fuite surtout. Mais il n'y a pas une âme qui vive, pas un corbeau, pas un oiseau, pas une fleur sur le sol. À travers ce village, tout petit village, un chemin vous mène jusqu'à la forêt pour rejoindre la route qui mène vers votre destination. Et cette forêt est baignée dans une lueur ocre, une lueur pourpre. Ce même pourpre qui vous suit depuis le début de cette histoire. Le vent s'y engouffre, il fait danser des braises. Vos chevaux avancent comme s'ils respectaient le silence et surtout la mélancolie et la tristesse qui y règnent. 5 minutes, 10 minutes. À peine en suffit pour apercevoir au sommet d'une butte dans la forêt, pendu à un chêne et à une corde qui grince et qui s'apprête à céder, la silhouette d'un corps qui est balancé par le vent. Et le soleil de feu dans les cieux éblouit ce corps. Et vous passez à côté. Est-ce que l'un de vous veut faire quelque chose? Ouais, Anna, je t'écoute. Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'il soit pendu. Parce que c'est pas trop dans les manières des démons de Kupala. Donc, non, tout à fait. C'est vrai. Je vais le faire remarquer au gars et je fais. Ça sent le suceur de sang. Je fais un clin d'œil à Noltar pour pas qu'il le prenne mal. Anna, comme tu as observé, Noltar, tu pourras répondre. Anna, je veux bien juste un jet de perception, s'il te plaît. Comme tu as observé plus longuement le corps. Noltar, je t'écoute. Si tu voulais répondre. Ouais, je voulais juste me rapprocher un peu du corps. Ouais. Pour essayer de voir justement s'il y a des choses qui indiquent est-ce qu'il est mort pendu, est-ce que quelqu'un d'autre lui a fait des trucs avant, ce genre de choses. Eh bien, vu le score magnifique d'Anna, vous allez voir tous les deux la même chose. En fait, sa chair est meurtrie par la maladie noire. Une sorte de peste. Il a plein de cloques, plein de pustules. Et vu les traces sur son cou et Noltar qui peut sentir le sang, il est mort en effet pendu. Mais c'est surtout, Anna, tu remarques qu'il a une lettre dans la main, enroulée, un parchemin enroulé, qu'il tient dans la main et malgré que la mort l'ait emporté, l'étreinte est encore parfaite. Est-ce le froid? En tout cas, il serre cette lettre comme s'il se rattachait encore un peu d'où il est, à la vie. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Ouais. Je vais retirer délicatement la lettre. Ouais. Et la passer à Noltar, parce que je ne lis pas le Transylvanien. C'est vrai ça. Bien vu. Merci pour sur des détails. Noltar, est-ce que tu veux lire la lettre? Ouais, mais avant je vais couper la corde, histoire que le corps tombe. Le corps tombe au sol, lourd, comme tous les corps sans vie. Un de plus en Transylvanie. En déployant le parchemin, tu t'aperçois que c'est une lettre d'adieu, Noltar. Est-ce que tu pourrais nous la lire, s'il te plaît? Ouais, 2 secondes. Je l'ai envoyé sur le Rotten Tea, oui, c'est vrai que si je précise pas... Ouais, j'ai je le mets juste sur un truc où je... Un truc plus grand. Oui. Oui, pour ceux qui nous regardent, on joue sur Roll20 et quand on écrit sur Roll20, ça met vraiment des pavés très très serrés. Donc c'est pas très pratique. Donc du coup, je déroule la lettre. Ouais. Et je commence à lire à voix haute. Je t'écris ma terre, car je ne puis plus rien dire. Car les mots de mon corps ont pris tout mon souffle, ont pillé mes forces et mes rêves. Je t'écris ma terre pour te dire que je t'aime. Que je t'ai aimé comme l'on aime une mère, un père, un frère, une sœur, un enfant. Je t'écris ma terre car je suis mort pour toi. Ni sur la terre des batailles, ni sur le champ de la ruine. Je suis mort d'avoir rêvé de toi.
Mais tant que les rois et les reines feront la cour aux ombres, tant que le cruel sera le panache des fous, alors que les dieux se feront la guerre, moi, je crois que leurs dieux n'existent pas. Moi, je crois que les ténèbres ne sont pas que nous. Moi, je crois que les ombres, c'est moi. Et tant que nous serons là, à brûler ton sein, à vomir nos mots sur ton corps nu, ma terre, alors, les dieux se feront la guerre. Tu sais, ma terre, les hommes n'ont besoin d'aucun dieu pour mourir leurs frères. Adieu, ma belle Arda. Adieu, car nous ne nous reverrons pas. Adieu, car l'enfer c'est ici-bas. Adieu, car j'y brûlerai pour toujours, je crois. Merci pour cette sublime lecture, Noltar. C'est à ce moment-là, Tiberias, tu vas être le premier à apercevoir, parce que tu nous le diras, Anna, mais j'imagine que tu étais au niveau de Noltar comme tu étais au niveau du corps, et peut-être même à t'occuper du corps. Donc Tiberias, tu vas voir au sommet de Canasson des silhouettes se dessiner dans la forêt. Des silhouettes d'hommes et femmes qui avancent vers vous, sur le chemin. Des pèlerins. Ils portent des guenilles. Des bâtons pour s'aider. Mais il y a des enfants, il y a des hommes, des vieillards. Ils sont une vingtaine. Très vite, en sortant des ombres, apparaissant avec les braises qui virevoltent autour d'eux, un de ces hommes, qui possède aussi des cloques sur le visage, qui a l'air épuisé, fatigué, éreinté. Pas que par le voyage, par tout ça. Il s'arrête, fait signe aux autres de s'arrêter également. Te toise pendant 1 seconde, et ça le suffit pour savoir. Lui, l'humain, le mortel, le rien du tout. Puisque dans ce monde, les mortels, pendant longtemps, ont été considérés comme des moins que rien. Surtout en Transylvanie. Lui qui a l'ordinaire, l'or du commun, il ne lui a suffi qu'1 seule seconde pour voir dans les yeux de Tiberias, dans son regard, qu'il n'y avait rien à craindre. Et c'est peut-être là la plus grande et la plus puissante de toutes les magies. Il regarde le corps maintenant, et il dit, avec un accent très prononcé, parce qu'il va parler en commun, « Nous en avons croisé beaucoup. Ils abandonnent. La maladie, la guerre, ils abandonnent. Où allez-vous » D'abord, un tour de table, d'abord Tiberias. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je vais simplement m'approcher de lui doucement, toujours en restant sur Canasson. Ouais. Au trot, tu vois. Ouais. Juste lui dire, nous faisons route vers le sud. Nous en venons. Je m'appelle Miroslav. Nous avons fait 5 jours de marche. La plupart des autres se dirigent vers Deva, le dernier bastion de l'humanité. Nous n'avons plus de bastion. Nous n'avons plus de roi. Nous n'avons plus de dieu. Et nous n'en voulons pas. Et il regarde une petite fille qui est juste à côté de sa mère, avec une tendresse exceptionnelle. Nous partons au nord. Pour le dernier chemin et le dernier voyage. Où allez-vous au nord? Nous avons entendu parler d'un arbre à la lumière exceptionnelle. D'un monde sous la neige. Un monde de magie et de paix. Un monde froid mais plein d'amour. Une terre qu'aucun homme n'est en mesure de rêver ici. Et ce monde est celui du cerf blanc, que l'on appelle Edenaya, celui des poèmes, celui des récits et des sagas. Et la petite fille s'avance. Elle s'avance au niveau d'Anna. Elle regarde ton cheval et puis elle te regarde toi. On aperçoit, malgré les fourrures pour te protéger du froid, ta belle tunique des ventiles, Anna, puis surtout ton chapeau tricorne. Et elle dit mais ils le connaissent, papa. Ils l'ont déjà vu. Vous pouvez tous intervenir. Noltar, il va les manger. Je vous en prie. Allez-y, les gars. Ouais, moi je me contente de sourire. Tu es très perspicace, petite. Puis je m'adresse plus au groupe.
Soyez prudents. La route est encore longue et pleine de périls. Nous ne pouvons pas garantir votre sécurité plus au nord, mais je pense que vous savez qu'au sud c'est encore pire. Que les dieux soient avec vous, même si vous n'y croyez pas. Si nous n'avons plus de roi, nous ne sommes pas contre la bénédiction des dieux qui se meurent. Il caresse ton cheval délicatement, reprend la route, et il y a la petite fille qui, en se retournant vers toi comme tu as parlé, caresse, tu sais, ta main qui tient les rênes, avec tes gants en cuir. Il ne le voit pas, mais on aurait eu de la chance d'avoir un roi comme vous, un prince comme vous. Et elle sort de sa robe qui est en guenille, une rose toute fanée. Moi je savais qu'on allait vous rencontrer. Il n'en reste plus beaucoup dans le jardin du monde, mais celle-ci, paraît-il, en tout cas c'est ce que le vent m'a soufflé, elle a été amenée jusqu'à moi par les vents depuis votre jardin. Comme quoi, il faut toujours y croire. Il y a même des fleurs qui poussent dans les déserts des hommes. Je prends sa rose, je souris, puis je me baisse pour lui embrasser brièvement sa main. Elle te... Et là, je la mange. Par contre. Et cette fois, là, c'est bon, je la mange. Petite leçon pour tout le monde, ne faites jamais confiance à personne. C'est noté, Noltar. Anna, on t'a pas entendu, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, alors qu'on va les croiser, là, Ouais, chacun de notre côté, je vais m'adresser à leur guide, là, ouais. et je vais lui dire, les dieux ont montré qu'ils étaient tout aussi imparfaits que nous, toujours aussi incohérents. En clair, ils ont échoué. C'est à nous maintenant de prendre la relève. Alors, du moment que votre groupe reste soudé, peu importe le temps que ça prendra, vous trouverez votre chemin. Je fais bonne chance à vous. Il se retourne et sourit parce que ce que tu viens de dire est magnifique et ça le touche en plein cœur, mais c'est surtout que il vient de te reconnaître. Il a mis un moment. Parce qu'Anna, comme Tiberias et Noltar, elle figure dans pas mal de livres, d'histoires qu'on raconte aux enfants, notamment à sa fille, Tatiana. Il a reconnu Mag, il t'a reconnu toi. Et alors tes mots ont un impact gigantesque dans son cœur. Et c'est comme si, d'un cœur de glace, une petite lueur, une flamme, une braise s'était allumée. Vous avez entendu tout le monde? On reprend la route. On n'a pas besoin de Dieu. Les élus des hommes, les élus des hommes sont là. Ils sont en chemin. En route. Et ils repartent. Sur votre chemin, quelques minutes plus tard, en arrivant à destination, vous avez cru apercevoir, au sommet d'une colline, les silhouettes de tous ceux qui ont péri de la maladie noire, des pillages, des conflits, de la guerre contre les Caïnites, les Daman ou les humains, peu importe. La guerre est toujours un manque d'imagination. On a aperçu comme des fantômes, on y revient toujours, comme Agualon dans son château, le frère d'Anna, comme Tiberias depuis des semaines. Comme on l'est tous un peu avec nous-mêmes ou avec quelqu'un qu'on aime, ces fantômes vous observez. Et est-ce l'imagination d'Anna, mais comme pour saluer ce qu'elle vient de dire. Tous ces fantômes, soit en baissant leur chapeau, soit simplement en courbant la tête, vous saluent. Et vous pénétrez à l'intérieur du village. Écran noir.